Axel Kahn, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. On va commencer évidemment par le vote du budget de la sécurité sociale 2020, puisque ça y est, le vote, le Parlement a définitivement adopté ce budget. Et malgré la rallonge qui a été accordée par le gouvernement, et dans le cadre du plan d'urgence pour l'hôpital, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'incendie n'est pas éteint. Ça veut dire que le malaise persiste. Vous avez vu que il y a le Figaro qui a consacré hier un article au blues des professeurs. Donc le nombre de professeurs de médecine qui se mettent en disponibilité augmente année après année. Ils étaient 36 en 2014, 63 en 2018. Et ils partent principalement pour exercer leur activité hors de l'hôpital. Est-ce que ces chiffres inquiètent le médecin que vous êtes ? Oui, le malaise à l'hôpital a commencé il y a plusieurs années, mais je l'ai vu s'aggraver progressivement. Il est lié à un phénomène qui concerne la totalité de la médecine en France. Il y a le monde hospitalier, naturellement, mais également la médecine. Sans doute, c'est l'une des conséquences d'une incroyable, historique, incurie de prévision de ce que serait le flux médical. À l'âge que j'ai vu être institué le numerus clausus. Et il ne fallait pas un ordinateur doté d'intelligence artificielle pour savoir ce que serait, au bout de quelques dizaines d'années, le résultat du numerus clausus en fonction de l'évolution probable de la demande de soins. Elle était totalement prévisible. Donc ce qui se passe à l'heure actuelle était totalement prévisible. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est, il faut bien reconnaître, une implosion totale du tissu sanitaire sur le territoire de la médecine de ville. Et cela entraîne que non seulement l'hôpital se doit de porter la partie la plus brillante, la plus moderne, la plus évolutive et scientifique de l'évolution de la médecine, mais également il assure pratiquement 60%, 65% des soins d'urgence sur le territoire. C'est pas possible, ça n'est absolument pas possible. Et cela dans une enveloppe budgétaire qui n'a quasiment pas progressé, la fameuse ONDAM, 200 millions environ, qui n'a pratiquement pas, 200 milliards, qui n'a pratiquement pas progressé depuis un bon bout de temps. Et quand vous dites ça n'est pas possible, ça veut dire que la prise de conscience n'est pas réelle ? Non, la prise de conscience aujourd'hui est réelle, mais ce qui n'est pas possible, c'est de gérer la santé publique sur le territoire uniquement avec l'hôpital. Lorsque j'étais jeune médecin, bien quelqu'un qui avait quoi que ce soit, un enfant malade, lui-même malade dans la nuit, il appelait en règle générale le médecin se déplaçait, ensuite il y a eu des gardes. L'hôpital n'était pas la seule voie. L'hôpital n'était pas du tout la seule voie. L'hôpital représentait sans doute moins de 25% des actes médicaux. Aujourd'hui, il y a, conséquence du numerus clausus, une implosion de la médecine de ville, avec des territoires de déserts médicaux terribles, et même en réalité, en banlieue parisienne, il y a des déserts médicaux, et en plus, et ça je ne leur en veux pas, mais les femmes et les hommes qui exercent la médecine ne sont pas taillables et corvéables comme l'étaient les vieux médecins d'antan. Et par conséquent, aujourd'hui, pour quelqu'un qui sent que ça ne peut pas attendre le lendemain matin, c'est la nuit, c'est pas grave. Et ben, il va aux urgences, il téléphone aux urgences. Alors vous avez vu que 150 chefs de pôle et directeurs médicaux ont signé hier dans Le Monde une tribune donc pour alerter les pouvoirs publics. Le titre, c'est « Le plan d'urgence pour l'hôpital n'éteindra pas l'incendie ». Le moins qu'on puisse dire, c'est que le malaise persiste. Et que précisément les médecins disent que le compte n'y est pas. Alors, ils ont raison. Les sommes qui sont importantes, qui ont été débloquées, ne suffiront pas. Ce qui est un peu inquiétant et dramatique, c'est que ce qui est demandé environ par les médecins et par les différents collectifs, c'est une somme qui serait de l'ordre de 4 milliards. Aujourd'hui, dans l'ONDAM, dans les objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie, il y a 82, 83, comme ça, à vue de nez, milliards consacrés aux établissements de santé. Donc, rajouter 4 milliards pour l'hôpital public, c'est évidemment extrêmement important. Et sans doute, ce serait une solution à court terme. Mais s'il n'y a pas en même temps une réorganisation de la santé dans le pays, ça sera, je vous le dis, absolument, ça sera un puits sans fond. C'est-à-dire qu'il faut sans doute faire cela parce qu'on est dans une situation qui est impossible, qui est absolument inacceptable, mais
par ailleurs, il faut très profondément repenser tout. Alors, le numerus clausus, on vient de le supprimer normalement, mais ça donnera ses premiers effets dans 10 ans. Et donc, on ne va pas attendre 10 ans comme cela. En attendant, il faut faire autre chose. Il faut certainement déployer les personnels de santé différemment. Il faut régler les problèmes des déserts médicaux. Il faut qu'il y ait d'autres intervenants. Il faut mobiliser les pharmaciens d'officine. Il faut que les soignants, les infirmières montent un peu en degré des interventions. Honnêtement, aujourd'hui, il y a une nécessité d'urgence à remailler la totalité des services de santé sur le territoire, de telle sorte que tout cela ne se concentre pas sur l'hôpital, qui n'est pas fait pour ça, mais qui sera toujours incapable de l'accueillir. Alors ce week-end, ce sera la date anniversaire des 2 épisodes les plus marquants des Gilets jaunes, l'acte 3 et 4, c'est-à-dire les 1er et 8 décembre de l'année dernière. Alors ce mouvement des Gilets jaunes, en fait, on a envie d'en parler avec vous parce que vous avez vu les Gilets jaunes avant qu'ils ne portent ce nom dans vos marches, parce que vous étiez marcheur, vous êtes marcheur et vous l'étiez avant même. Et j'ai décrit ces territoires. Voilà, et vous avez décrit, en fait, c'est ce que vous appelez, vous, les territoires les en femmes, sécession. Voilà, qui sont en sécession. Dans votre livre Chemin, vous écrivez, en parlant de sécessionnistes, ils se sont habitués à ce que génération après génération, les entreprises ferment, les jeunes quittent le pays, les magasins disparaissent, les médecins ne soient pas remplacés, les services publics soient supprimés. Pour ces habitants, le pire est certain. Ce pessimisme, écrivez-vous, profond, a un effet dissolvant sur tout ce qui fait société, l'engagement associatif, syndical, la participation à la vie publique et aux élections. Voilà, là, on est vraiment... vous avez diagnostiqué avant l'heure... Ces territoires qui sont les territoires en sécession, Chemin est paru au mois d'octobre, vers le 10 octobre 2018. Avant le début. Voilà, un mois après, on aurait pu les appeler les territoires des Gilets jaunes. Parce que sociologiquement, c'est bien là que sont nés les Gilets jaunes. Et d'ailleurs, beaucoup des caractéristiques des Gilets jaunes sont expliquées par cette origine sociologique. Premièrement, il y avait, vous ai-je dit, et l'avez-vous rappelé, une extraordinaire dissolution de tout ce qui fait société, parce que pour s'engager en commun, il faut espérer que cela va servir, que cela va être utile. Si vous êtes certain que le pire ne peut advenir, que le pire peut advenir, alors cela n'incite pas à se mobiliser. Donc chacun pour soi. Et c'est un peu la raison pour laquelle ce mouvement-là, un grand mouvement populaire, n'a pas pu faire émerger un leader, n'a pas pu présenter une plateforme unique. A contrario, quand ils se sont retrouvés sur les ronds-points, une chaleur, une solidarité... Et là, ils ont fait société. Absolument, pour le coup. Qu'ils ignoraient tellement. Ils ont été enthousiasmés. Et il s'est vraiment passé quelque chose. Un troisième élément, c'est que j'ai expliqué que la certitude du pire les avait amenés à prêter une oreille attentive à une proposition politique qui était comme avenir de le remplacer par un rappel du passé, c'est-à-dire, pour l'essentiel, le Rassemblement national sur les territoires qui votaient à 50%, des fois plus 50% par Marine Le Pen. Ça n'est pas tous les Gilets jaunes, mais c'est certainement le mouvement populaire qui, au départ en tout cas, a été le plus profondément ancré aussi dans l'extrême droite de tout ce que l'on a connu depuis la dernière guerre. Et donc, pour comprendre un peu ce qu'a été ce phénomène, il fallait lire Cannes. Et ben voilà, tout simplement. Il fallait lire Cannes qui avait publié ça un mois avant le début. C'est ça. Finalement, vous êtes un peu devin. On va maintenant parler de votre... Pas devin, non, observateur. Avant de parler de votre actualité, quand même, un mot. Comment on fait pour leur rendre confiance? Est-ce qu'on peut encore leur rendre confiance? Moi, ce que j'avais dit... sécessionnistes. Voilà. Ce que j'avais dit à François Hollande quand j'étais allé le voir après ma première diagonale, quand j'étais passé d'un diagonale... Votre première marche. Voilà. C'est là où, effectivement... C'était pas ma première marche, j'ai marché toute ma vie, mais c'était la première diagonale à travers la France, la pire au point de vue économique et sociologique. Je lui avais dit, écoutez, Monsieur le Président, si vous n'y prenez pas garde, des pans entiers de la population vont faire sécession. Et là, j'avais 2 types de propositions. Une qui est plus facile à dire qu'à réaliser, qui est trouver un discours pour leur redonner envie de s'engager dans l'avenir. Ça, c'est absolument essentiel. Mais évidemment, il faut des moyens. Et la deuxième mesure que j'envisageais, c'était un véritable équivalent du plan Marshall pour les territoires oubliés de la République. Et je vais vous dire, la référence au plan Marshall a 2 réalité et 2 composantes. Premièrement, évidemment, c'est pour faire un effort très important dans des territoires qui vraiment ont été oubliés. Ils ne mouftaient pas, ces gens-là. Ils étaient chacun pour soi. Il a fallu qu'il y ait, on va dire, un peu une provocation de la part du président de la République, dans son style,
Ce n'est pas lui du tout qui a créé les événements, mais sans doute il a allumé la mèche pour que ça explose. Avant, on ne les entendait pas, donc les politiques, ils ne s'en occupaient pas et donc ils crevaient vraiment dans leur coin. Et l'autre élément, c'est que le plan Marshall, ça a été fait aussi pour éviter que les communistes prennent le pouvoir après la guerre. Bon, là, c'est plus les communistes. Là, c'est plus les communistes, mais l'histoire est passée il y a une par là, arrière-pensée politique voilà, de cet ordre. Sans blague. Alors, on va maintenant parler de votre actualité. Depuis le 28 juin, vous êtes président de la Ligue nationale contre le cancer. Alors, pourquoi vous avez abandonné votre liberté pour mener ce combat? J'ai abandonné ma liberté. Parce que maintenant, vous êtes un homme prisonnier, voilà. Axel Kahn. J'ai abandonné ma liberté d'agir à ma fantaisie. Et effectivement, aujourd'hui, je suis pieds et mains liés dans ma tâche. C'est un travail de tous les instants, presque nuit et jour, sans dimanche, sans samedi, vraiment. C'est tout à fait extraordinaire. Mais d'un autre côté, je l'ai échangé contre une autre liberté. C'est la liberté de l'engagement. C'est-à-dire que quand j'ai fait ça, je me suis dit, on m'en a fait la proposition, je suis cancérologue depuis 52 ans. Une partie de mes recherches ont porté sur la cancérologie. Mon père, en mourant, m'a demandé d'être raisonnable et humain, et j'ai essayé réellement de l'être. Je me suis engagé dans des réflexions éthiques et j'étais pendant 14 ans le président du comité éthique et cancer. Si je refusais cette position-là, cela voulait dire que j'allais m'apprêter à refuser quelque proposition que ce soit. Aucune n'était plus légitime en fonction de ce qu'a été mon parcours que cela. Et là, dans une situation où c'est difficile, je ne vais pas vous masquer, on est vraiment en permanence, c'est la peut-être 4e heure de télévision que j'ai fait aujourd'hui avec vous, mais la plus agréable, naturellement. Oh, mais évidemment, bien sûr. Naturellement. Mais c'est ce qu'il y a de pire dans votre job, de faire des médias? C'est ça que vous sous-entendez, Axel Kahn? C'est pas forcément, des fois on en a un peu assez. Mais à la fin de la journée, ce que je dis, c'est, voilà, c'est fatigant, des fois c'est éprouvant, puis on prend des risques, il n'y a pas de problème. Mais il n'empêche que, contre quoi je me bats, c'est contre le cancer. Or, le cancer, c'est indiscutable, personne ne peut être pour le cancer. Pour qui je me bats? Je me bats pour les personnes atteintes de cancer. C'est indiscutable. Personne ne peut être contre les personnes atteintes de cancer. Et donc, c'est peut-être la première fois de ma vie à ce stade que je mène un combat totalement indiscutable. Et ça console des efforts consentis, voyez-vous. Alors, vous écrivez sur votre blog, les Français pensent en majorité que l'alimentation est la principale cause des cancers évitables. Ils se trompent. Tabac et alcool occupent cette place. Naturellement. Cependant, ceux qui entourent l'alimentation arrivent au 3e rang. Et alors, les Français, vous les invitez à prendre en main cette question de l'alimentation. Donc, la Ligue vient justement de lancer, avec Yuka et Foodwatch, une pétition contre les nitrites dans l'alimentation. Mais mener un combat commun avec Yuka, donc cette application, que je le dis à nos téléspectateurs, qui permet aux consommateurs d'obtenir un maximum d'informations en scannant les produits avant de les mettre dans leur caddie, n'est-ce pas? Eh bien, la question qui se pose, vous avez peut-être entendu la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui considère qu'il y a quand même un peu d'étonnement à avoir sur cette initiative de la Ligue. On l'écoute, elle était au micro de BFM TV, c'était le 20 novembre. Je suis un peu troublée d'ailleurs que la Ligue contre le cancer, qui normalement qui s'appuie sur des données scientifiques très robustes, signe cet article. En réalité, il existe pour l'instant encore un débat scientifique sur le rôle des nitrates dans le cancer. Et le débat n'est pas tranché. Depuis 2010, il y a une suspicion, mais depuis 10 ans, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves, nous dit Agnès Buzyn. Alors, je ne vais pas polémiquer avec Madame la ministre, pour laquelle j'ai une profonde considération. Mais elle polémique avec vous, quand même. Peu importe. Je ne suis pas forcé de lui rendre l'appareil. Je crois qu'elle n'a pas raison, néanmoins. C'est-à-dire qu'il y a des éléments extrêmement certains, et personne ne conteste que les nitrites, dans l'estomac et dans l'intestin, provoquent la fabrication de 2 substances qu'on appelle la nitrosamine et le fer nitrosylé, qui sont 2 cancérigènes avérés. Ces cancérigènes avérés qui se forment peuvent être évités puisqu'il y a aujourd'hui des lignes de charcuterie sans nitrite. Combien de cancers cela entraîne, ça c'est effectivement discuté, mais quand on regarde la masse des propositions, l'on considère que 8 à 10% des cancers colorectaux seraient dus aux nitrites, ce qui ferait tout de même 3000 à 3300 cancers qui seraient dus aux nitrites, dont 1200 morts.
Et d'ailleurs, il y a un article qui est paru ce matin des agences de santé et de l'environnement américaines qui sont beaucoup plus alarmistes que cela, en indiquant un surrisque lié à la nitrification qui est très importante. Et voyez-vous, Anna Cabana, même la filière de la charcuterie en est persuadée, parce que qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, écoutez, nous on donne des préconisations pour que nos charcuteries nitritées ne soient pas trop dangereuses. Les manger au milieu du repas, mais manque de peau, souvent on les prend en apéritif, alors on ne les mange pas au milieu du repas. Les manger au milieu du repas avec des fruits et des légumes et aussi de la vitamine E. Mais honnêtement, quand vous avez un produit qui est cancérigène, vous proposez l'antidote, mais on peut se passer du produit qui est cancérigène. Quelle est la logique? C'est de s'en passer. Nous, à la Ligue, on n'est pas idéologue du tout, du tout. Nous, à la Ligue, notre seul problème... c'est du pragmatisme qui vous a conduit à signer cette pétition. Essayer d'éviter que les personnes soient atteintes d'un cancer que l'on pourrait éviter. Et pour essayer de faire en sorte que les personnes soient atteintes d'un cancer colorectal que l'on pourrait éviter, le mieux, c'est de prendre des charcuteries sans nitrite. Et je conseille aux charcutiers, d'ailleurs, de s'y engager. Alors parlons maintenant de l'avenir de la science et de la médecine, parce que toute votre vie, eh bien, vous avez voulu percer le secret des gènes à travers cette carrière de généticien, multiplier les conférences, les articles sur ce qu'a peut apporter l'intelligence artificielle en la matière. Je ne sais pas si vous avez écouté Emmanuel Macron, c'était il y a une semaine, jour pour jour, lors d'un débat organisé avec des chercheurs à l'occasion des 80 ans du CNRS, eh bien, il a affirmé sa volonté d'agir, d'investir dans la recherche. L'écoute, le président de la République. Si nous ne portons pas au niveau français et européen cette recherche, on décide stratégiquement de dépendre de ceux qui la feront. Nous ne pouvons pas mésestimer le fait que nous sommes dans un monde qui se refracture et où il y a derrière des choix géopolitiques qui iront avec des choix de recherche. La 5G, comme l'intelligence artificielle chinoise ou américaine, n'est peut-être pas la même que l'intelligence artificielle ou la 5G européenne. De même pour les choix médicaux à un moment que nous aurons. Et donc, je crois aussi très profondément dans la nécessité d'un investissement dans notre recherche publique, parce que je pense que c'est un choix de souveraineté. Alors, on ne remplacera quand même jamais les qualités humaines, Axel Kahn, l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle va révolutionner toute la société. Vraiment et pas seulement la médecine, ça on le sait. Et notamment la médecine. Et pour la médecine, si on s'y prend bien, ça peut être une chance. Elle va prendre en compte progressivement tout l'aspect diagnostic, technique, proposition thérapeutique, etc., etc. C'est-à-dire que, alors qu'on fait aujourd'hui des reproches aux médecins de se désengager de la relation humaine, c'est vraiment une critique importante. Et ils ont un alibi en disant la technique que l'on doit apprendre est tellement exigeante qu'on n'a pas le temps de se consacrer à vous, mesdames, messieurs, nos patientes, nos patients. Eh bien là, ils auront le temps. Donc il est possible que grâce à une utilisation optimale de l'intelligence artificielle, oui, on fasse des diagnostics de meilleur en meilleur. Oui, voilà. On soigne de mieux en mieux. Et en plus, on dégage le temps pour que le médecin se réengage dans toute la dimension relationnelle de la médecine. Ça, écoutez, Anna Cabana, c'est formidable. Ce serait un monde idéal, Axel Kahn. À présent, j'accueille le journaliste Thomas Misraki qui vient mettre son grain de sel. Thomas, bonsoir. Bonsoir, Anna. Bonsoir, monsieur Kahn. Bonsoir. Je vous écoutais et je me disais, tiens, on dirait un ministre. Quand vous parlez du secteur hospitalier en France aujourd'hui, ça vous intéresserait le poste de ministre? On m'en a proposé déjà et j'ai refusé. Bien. Et vous refuseriez encore aujourd'hui avec ce défi de remettre sur pied l'hôpital public? Oh ben écoutez, aujourd'hui, je suis le président de la Ligue nationale et en réalité, j'ai plus de moyens que si j'étais ministre. Donc vous restez où vous êtes? Voilà. Vous êtes mieux qu'Agnès Buzyn à votre poste aujourd'hui. Ah non, je ne vais pas dire ça. N'essayez pas de m'opposer. C'est une excellente collègue. Elle est dans mon université. Elle était dans mon université et même dans le laboratoire dont j'ai le directeur. Alors, Tout autre chose. Est-ce que vous avez déjà effectué un test ADN? Moi, non, jamais. Pourquoi? Parce que je m'en moque. Vous savez que c'est, paraît-il, un cadeau tendance désormais. Absolument, je sais bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, vous savez... Pour moi, l'être, c'est ce que l'on crée. Et vraiment, le repli de la part des personnes pour ramener la lettre à ce en quoi ils sont enracinés,
à ce dont ils viennent me semble une régression. Mon frère Jean-François, on n'est pas d'accord sur tout, mais là-dessus, je cite sa phrase, dit, envers tous les gens qui sont obnubilés par leurs racines, dit, écoutez, la différence entre les végétaux et nous, c'est que les végétaux sont enracinés et que nous prenons notre liberté. Eh bien, la liberté dont je parle est la liberté de créer et ce qui fait véritablement la réalité pour moi de l'être. Et donc, honnêtement, le test ADN, pour mes origines, je m'en tamponne. Et pour ce qui est de mes susceptibilités pathologiques, je vais bien. J'ai 75 ans, je suis en pleine forme. Je n'ai jamais fait de test ADN. Eh bien, je vais vous faire une confidence, je vais continuer. Bon, alors, avant de continuer, un petit rappel, c'est important, les tests ADN sont interdits en France. Ah non, ils ne sont pas interdits, pour certains usages. Voilà, ceux qui en commandent, en tout cas, sont passibles d'une amende de 3 750 €. Ils peuvent être autorisés dans certains cas, demande d'un tribunal, par exemple, ou par un médecin dans un but médical ou de recherche scientifique. Naturellement. Ceci Et vous savez, ces éléments de la loi, j'ai contribué à les écrire. J'étais commissaire du gouvernement lors de la discussion de la première loi de bioéthique, alors je connais particulièrement bien. C'est pour ça que je vous pose ces questions-là. Ils sont autorisés, ces tests, dans d'autres pays en Europe. Est-ce qu'il faut une réglementation européenne autour de ces tests? Moi, j'étais favorable, quel que soit mon avis, celui que je viens de C'est pas donner. pour vous, c'est ce que vous disiez. Voilà. J'étais favorable à un assouplissement sur un élément philosophique de liberté. Lorsqu'une personne demande à accéder à des connaissances ADN qui la concernent, elle, et connaissances qu'on peut lui fournir, quel est l'élément philosophique que l'on peut mettre en avant pour le lui refuser? Dans une société, une conception de la femme et des hommes qui est focalisée sur l'autonomie. Et donc, honnêtement, moi, j'étais de ce point de vue-là assez partisan. Il y a des difficultés parce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement, il faut que... La liberté en matière d'ADN, mais les risques pointés liés à ces tests, mauvaise interprétation médicale des résultats, découverte de secrets de famille, vous les connaissez mieux que moi. C'est vrai, mais d'origine ethnique vous avez raison. Vous avez raison. Mais c'est à l'heure actuelle, dans le statut qui existe aujourd'hui, ces risques-là ne sont nullement annihilés, puisqu'il suffit de mettre un peu de sang sur un buvard, de l'envoyer de l'autre côté de la frontière immédiatement et de faire les tests ADN. Il n'y a aucune difficulté. Il y a donc énormément de gens autour de vous. Vous êtes pour du pragmatisme, donc, vous, voilà, en il y a matière de énormément. tests ADN. Et là, il n'y aura pas de référence, il n'y aura pas d'explication. Et donc, moi, entre, si vous voulez, un système tel que, en effet, si la personne demande d'accéder à une connaissance, on le lui permet, mais en même temps, on crée un site de référence, un corpus de référence, de telle sorte qu'elle puisse se renseigner sur le plus vrai de la réalité de ce que signifient ces données de l'ADN. Voilà ce que j'appelle de mes voeux. Vous parliez de philosophie. Qu'est-ce que ces tests ADN ou cet intérêt pour les tests ADN parlent ou disent de nous, de notre époque? Eh bien, vous savez... Socrate rappelait cette phrase qui était marquée au fronton du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même ». Jadis, « Connais-toi toi-même », c'est ce que j'essaye de faire, l'introspection, etc. La réduction de « Connais-toi toi-même » à « Connais ton ADN » est une effroyable régression. Axel Kahn, pour finir, si vous voulez bien, je vous propose de découvrir notre boîte. Alors, vous pouvez la regarder bien, voilà, vous piochez et vous choisissez votre question et vous nous la lisez à Thomas et à moi. Je ne choisis pas parce que je prends au hasard. Bah oui, mais c'est une façon de choisir quand même. Ah bah alors, vous parlez d'un choix. Bah oui, le choix entre plusieurs hasards. Raisonnable ou humain? Eh bah oui. Bah oui. Donc ça, c'est l'injonction que m'a lancée mon père, m'a écrit mon père juste avant de se donner la mort. J'avais 26 ans, il allait en avoir 54. C'est le fil d'Ariane qui a conduit mes pas dans le labyrinthe de la vie. Je parle de labyrinthe parce qu'en effet, il y a des minotaures à tous les coins de la rue et il fallait arriver à s'y retrouver. Vous avez choisi d'être et raisonnable et humain, jusqu'au bout. J'ai choisi, en tout cas, d'essayer de comprendre ce que Jean Kahn avait voulu me dire. Et effectivement, à chaque fois que je prenais une décision, et même, vous voyez, quand je vous répondais, en même temps que je vous répondais, je me demandais, qu'est-ce que papa en aurait pensé? Considérerait-il, dans la manière dont je vous réponds, que je suis et raisonnable et humain, et j'ai un doute. J'ai un doute. Il faut l'être à part égale.
Oui, parce que ce que veut dire raisonnable, Jean, qui était un homme tout à fait passionné et amoureusement et politiquement et philosophiquement, ça n'est pas être dans le marais, être mou, être centriste uniquement. Être raisonnable, cela veut dire à toutes les étapes de la prise de décision et de sa vie, de la conduite de sa vie, faire appel à sa raison. Mais sa raison ne suffit pas. Il faut que sa raison serve à accueillir la réalité humaine des êtres. Or ça, en effet, c'est ce à quoi je m'efforce réellement. Eh bien, merci Axel Kahn, merci d'avoir été avec nous. Merci Thomas, à tout à l'heure. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la conversation avec nos décrypteurs, la journaliste spécialiste en communication politique Laetitia Kroupa et l'éditorialiste Nicolas Domnac. À tout de suite.